Encore formellement réglé en Nouvelle-Calédonie. Au contraire, 4 morts dans la journée d'hier. Regardez par exemple les dégâts qui ont été faits par les émeutes de ces derniers jours. Ça, c'est une concession automobile. Elle a été complètement détruite par un incendie. C'est à Nouméa, donc. Ce sont des images qui datent d'aujourd'hui. L'incendie date d'hier. On a aussi des images que vous allez voir de pillage dans les grandes surfaces. Je salue au passage Philippe Dunoyer, député Renaissance de la première circonscription de Nouvelle-Calédonie. On continue de voir ces images, bien sûr, mais Philippe Dunoyer, ça, ce sont des échos que vous avez eus. Vous êtes né en Nouvelle-Calédonie, monsieur Dunoyer. Oui. Vous avez de la famille sur place. Et donc, vous avez dû avoir des échos de ce qui s'est passé, évidemment, avec beaucoup d'inquiétude. Où en sommes-nous ? Nous en sommes à la tentative de trouver une issue politique à ces violences, avec plusieurs réunions. Une réunion en ce moment même dans une cellule de crise, salle Beauvau, au ministère de l'Intérieur, présidée par Gabriel Attal, et vous y êtes. Mathieu Desmoulins. Absolument, réunion qui est sur le point de se terminer. On vient déjà de voir sortir quelques cortèges, passer les grilles de la place Beauvau à la fin de cette cellule interministérielle de crise, la deuxième en moins de 24 heures, qui vient donc de s'achever ici au ministère de l'Intérieur. L'objectif était tout clair, faire un premier point sur l'état d'urgence, 12 heures après son entrée en vigueur dans l'archipel de Nouvelle-Calédonie, et évoquer aussi les renforts qui doivent arriver. Gérald Darmanin a promis que d'ici demain soir, 2700 policiers et gendarmes seraient mobilisés en Nouvelle-Calédonie. Faire un point aussi sur les assignations à résidence. Une dizaine ont déjà été prononcées. Une vingtaine sont attendues dans les prochaines heures sous l'égide du ministre de l'Intérieur. Et puis, ce n'est que le début d'une longue série de réunions ce matin. Après une incursion de Gabriel Attal au comité interministériel du handicap, le Premier ministre reviendra ici à l'Elysée avec Gérald Darmanin pour participer à un conseil de défense autour d'Emmanuel Macron. Et dans la foulée, le président de la République a proposé à des élus de Nouvelle-Calédonie une réunion en visioconférence pour évoquer la situation bien sûr immédiate, la question du maintien de l'ordre, mais aussi trouver une solution politique à cette crise. Il avait déjà envoyé une lettre à ces mêmes élus en rappelant que s'ils se remettaient autour de la table, s'ils trouvaient un accord autour de l'élargissement du corps électoral en Nouvelle-Calédonie, alors le texte qui crispe et qui a été voté il y a un peu plus de 24 heures à l'Assemblée nationale pourrait être jeté à la poubelle et être présenté dans une nouvelle mouture en fonction de l'accord. Merci beaucoup Mathieu Desmoulins. Place Beauvau devant le ministère de l'Intérieur pour LCI. Donc la réunion est terminée. On voyait en même temps que vous parliez, Mathieu, les images des premiers renforts qui sont partis d'Istres hier dans le cadre de l'instauration de l'état d'urgence qui prévoit donc des renforts, 4 escadrons de gendarmes et du RAID. 1800 hommes militaires et gendarmes sont déjà sur place. Écoutez cet habitant, il y a quelques minutes, qui évoquait son état d'esprit à Nouméa. Personnellement, j'avais peur, et je pense que de nombreuses personnes avaient peur. La peur a laissé place plutôt à une grosse anxiété. Et maintenant, en vérité, on n'a plus trop de place pour la peur. On pense surtout, entre guillemets, à notre survie et à préserver nos biens et à protéger nos proches. Donc c'est pour ça qu'on s'est tous mis ensemble, et de manière solidaire, on est plutôt capable maintenant de pouvoir, à minima, assurer un petit peu notre sécurité. Voilà cet habitant. Bonjour Jémy Weyno, vous êtes notre envoyé spécial correspondant sur place. Grâce à vous, on comprend ce qui se passe en temps réel. D'abord, comment ça se passe dans votre quartier, Jémy ? Alors, en ce moment, je me trouve dans une station située à Dembéa-sur-Mer, l'une des agglomérations de Nouméa. Derrière moi se trouvent des membres du clan Tchewaka qui surveillent leur station puisqu'ils sont propriétaires de cette station. Juste là, je ne sais pas si vous pouvez voir sur l'image, vous voyez un feu se situe, l'un des barrages érigés ici à Dembéa. Les informations que l'on a pu avoir des personnes situées sur le barrage, c'est que ce soir, l'un des responsables a demandé aux manifestants, aux jeunes, de rentrer. Chacun doit rentrer chez soi et de ne revenir que demain matin. Pourquoi ? Parce que les forces de l'ordre ont été signalées qu'ils sont ici, à proximité de la station, à un autre blocage, et il semblerait qu'ils sont en train de déblayer la voie publique et que les forces de l'ordre allaient arriver ici pour déblayer ce tronçon de route-là. Étant donné que les moyens ne sont pas les mêmes, le responsable
responsable a demandé aux jeunes appelés à la raison de rentrer à la maison. Donc à l'heure où je vous parle, les jeunes sont derrière moi, ils sont en train de manger, ils ont fait des feux pour tout simplement grignoter avant de rentrer chez soi. Ici, si on peut rejoindre l'habitant qui a parlé juste avant, la tension elle est palpable. Les habitants sont exaspérés, ils sont fatigués par la situation. Il n'y a plus de riz, il n'y a plus de pain, il n'y a plus de gaz, il n'y a plus d'essence, il n'y a plus de pâtes, les produits de première nécessité. Le compte à rebours, je le disais dans les éditions précédentes, pour l'alimentation et se réalimenter, le compte à rebours, il est lancé. À côté de ça, on voit des incendies qui continuent, malgré tout, malgré l'arrivée des forces de l'ordre, et notamment des structures qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe actuellement. Je vous donne un exemple. Il y a un espace complexe culturel qui a pour vocation d'accueillir des groupes de musique pour se produire sur scène, se situe dans un quartier populaire ici à Nouméa. Il a été aussi la cible d'incendie. Donc on en discute ici entre parents, on en discute avec les habitants. Il y avait d'abord la peur, ensuite la colère, et là c'est le désarroi. Il y a un sentiment de désarroi. Ils ont juste envie, les habitants avec qui j'ai pu échanger, et de manière générale, ils ont juste envie que l'on voit le bout du tunnel pour justement sortir de cette crise. Et non, évidemment que les attentions sont rivées sur les discussions, les échanges qu'il y aura entre l'ensemble, la classe politique calédonienne et le président de la République, pour pouvoir donner une perspective et dire vers où on se dirige. Et quand on échange avec les personnes sur place, on ne parle même plus d'indépendantistes ou de non-indépendantistes. Là, je vous parle vraiment de personnes qui, comme vous et moi, vont au travail tous les jours et essaient de subvenir à leurs besoins et payer les factures et faire face aux épreuves de la vie qui est chère ici en Nouvelle-Calédonie. On ne parle même plus de quoi. On parle juste de volonté de continuer de préserver ce vivre ensemble. Ce qui est bien, cette lueur d'espoir, c'est que malgré nos origines, on arrive toujours à échanger, on arrive toujours à se dire bonjour, même à l'heure où je vous parle. On échange avec des personnes qui ne sont pas kanaks, qui sont calédoniennes, mais avec qui on arrive toujours à parler. Et on échangeait là avec quelques vieux qui sont derrière moi en se disant qu'il y a encore de l'espoir, puisqu'on arrive à se dire bonjour. Ces mêmes vieux-là qui ont vécu les événements en 88, qui me disaient à cette période en 88, à cette période pour le pays, le contact, le bonjour était rompu. Là, à l'heure où on se parle, malgré la situation qui est très difficile, on arrive quand même à se dire bonjour. Et ça, c'est cette lueur d'espoir. On espère que les Calédoniens espèrent vraiment que la classe politique. Plus de pain, des magasins pillés, une production à l'arrêt. Rien n'est réglé ? Ah non, rien n'est réglé du tout. C'est des scènes de désolation. Et je rends hommage aussi à la manière dont M. Waimo a traduit un petit peu l'état d'esprit. Votre reportage est très bien. Les victimes, elles n'ont pas de couleur, les victimes, elles n'ont pas d'opinion politique. Tout le monde, et la majorité, l'écrasante majorité de la population, se sent prisonnière, victime, et en désarroi par rapport à quelque chose qui nous a tous frappés. Je veux le dire parce que, bien sûr, le sujet du corps électoral est un sujet qui est autour... central dans nos discussions politiques, mais qui ne peut pas expliquer ce qu'on voit. Là. Mais malgré tout, si vous permettez, M. Dunoyer, malgré tout, il faut comprendre. Parce que tout le monde parle de cette loi électorale. Et dans le fond, est-ce que c'est vraiment le sujet qui fâche ? D'abord, est-ce que c'est ça qui a commencé à mettre le feu aux poudres, ou est-ce que c'est périphérique ? Déjà, de quoi parle-t-on ? Jade Partouche, vous avez regardé en quelques mots, très clairs, vous allez nous résumer cette loi électorale. Elle concerne quel scrutin et qu'est-ce qu'elle dit ? Alors ce projet de loi, déjà, c'est le projet sur le dégel du corps électoral, qui prévoit en fait d'élargir le corps électoral en Nouvelle-Calédonie pour les élections provinciales, donc pour élire les membres des assemblées de province et du Congrès. Le but de ce projet de loi est très clair: intégrer dans les électeurs tous les natifs, donc tous ceux qui sont nés en Nouvelle-Calédonie, et toutes les personnes ayant au moins 10 ans de résidence en Nouvelle-Calédonie. Ce qui revient donc, selon les calculs du gouvernement, à intégrer entre 25 000 et 40 000 nouveaux votants. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, puisque aujourd'hui, depuis les accords de Nouméa de 98, le corps électoral est dit gelé, c'est-à-dire que seules les personnes inscrites sur les listes électorales avant cette date-là de 98 ont le droit de voter aux élections provinciales. Sans dégel électoral, le gouvernement craint une chose, que l'inconstitutionnalité soit brandie à chaque nouveau scrutin, parce que de fait, tous les électeurs ne sont pas suffisamment représentés. Ce qui donc pourrait potentiellement invalider toutes les prochaines élections. Après 3 référendums ayant rejeté l'indépendance, le gouvernement souhaite donc maintenant et rapidement adapter ce fameux corps électoral. Gouvernement qui pourrait éventuellement laisser une porte ouverte à
à un accord dit global, c'est-à-dire une autre solution qui mettrait d'accord à la fois les loyalistes et les indépendantistes, sauf que cet accord n'a toujours pas été trouvé, ce qui rend de fait la réforme du dégel de plus en plus probable. Je vous rappelle que ce projet de loi doit maintenant être examiné par le Congrès parce qu'il demande une révision constitutionnelle. Voilà, c'est important d'y arrêter parce que maintenant qu'on comprend de quoi il s'agit, donc uniquement les élections provinciales, un corps gelé qui de toute façon devait être dégelé, entre guillemets, sauf à prendre un risque juridique, un risque constitutionnel. Il fallait cette réforme, donc quel est le problème dans le fond ? Le problème, c'est l'absence d'accord global. Aujourd'hui, pour résumer les choses, alors je vais essayer de l'expliquer rapidement. 1988, les accords Matignon-Oudinot, 1998, l'accord de Nouméa. Dans ces 2 temps de notre histoire institutionnelle, il y a eu des discussions pour trouver un consensus dans le cadre d'un accord global. L'année dernière, nous avons évoqué différents sujets. Le sujet du corps électoral, indépendantistes, non indépendantistes et l'État, dans des configurations différentes. Mais on a travaillé sur ce sujet du corps électoral. Des responsables indépendantistes l'année dernière ont dit publiquement qu'ils étaient d'accord, qu'ils comprenaient la nécessité d'ouvrir, pas totalement bien sûr, mais d'ouvrir partiellement ce corps électoral parce que, et c'est ce que le Conseil d'État nous a dit en fin d'année dernière, le temps qui n'était pas prévu au début, au moment de la signature de l'accord de Nouméa, amène des atteintes excessives au principe d'universalité et d'égalité devant le suffrage avec des risques d'annulation. Donc ce sujet-là a été compris par les formations indépendantistes. Je ne dis pas que c'était simple, mais nous n'avions pas trouvé d'accord sur l'ensemble des sujets que nous évoquions. Et ensuite, les discussions se sont arrêtées. Et puis, le calendrier institutionnel de ce texte a repris finalement la main. Il s'est imposé. Au Sénat, quand le Sénat a adopté ce texte, il n'y a pas eu de manifestation dans les rues. Il n'y a pas eu d'émeute, je veux dire. Et pourtant, c'était une étape importante. Là, l'Assemblée nationale l'adopte. Bien sûr qu'on peut toujours se dire qu'il aurait mieux valu le suspendre. Il est suspendu aujourd'hui, Madame Martichoux. Attendez, depuis mardi soir. De fait, il est suspendu. Oui, mais c'est officiel et c'est ce que Madame disait à l'instant. Depuis dimanche, le président de la République a annoncé que si le texte devait être adopté à l'Assemblée nationale, c'est le cas depuis mardi soir, il ne convoquerait pas immédiatement le congrès de Versailles. Donc, je le traduis avec mes mots, il a donc suspendu le processus qui normalement devrait le conduire depuis mercredi matin à convoquer le congrès. Il ne le fait pas. Et pourquoi ne le fait-il pas ? Pour demander justement aux formations politiques de se réunir autour de la table et de trouver cet accord global. Est-ce que cette logique de pression-là, ça n'était pas une façon de mettre de l'huile sur le feu? Est-ce que en Nouvelle-Calédonie, on supporte que Emmanuel Macron mette un peu un ultimatum face aux élus? Vous trouvez un accord ou sinon le texte passe. Encore une fois, est-ce que ça n'est pas une maladresse? En tout cas, ça a été au moment en octobre, quand le ministre de l'Intérieur a annoncé qu'il allait déposer des textes. C'était une stratégie revendiquée, c'est-à-dire on met quand même un calendrier à juillet. On est en octobre 2023, on met un calendrier et on se laisse le temps dans ce calendrier pour avancer. Est-ce que ça a marché ? Ah non, ça n'a pas marché. Ok. Donc ça a été un coup d'épée dans l'eau et plutôt une mauvaise méthode. Ou facile dans ces moments-là de dire du coup il fallait pas. J'étais pas convaincu que ça puisse marcher aujourd'hui. En tout cas ça ne marche pas. Mais moi ce que je retiens, c'est que le plus haut niveau de l'État, le président de la République et le Premier ministre qui est en charge du dossier, disent aujourd'hui on suspend le texte, venez commencer à discuter. Il faudrait pas. Ça a été entendu ou pas ? Oui, ça a été entendu puisque l'ensemble des formations politiques indépendantistes ont répondu favorablement, médiatiquement, à cette invitation. Alors, je ne vous dis pas que c'est simple, parce que la situation, elle est très compliquée, mais favorablement sur le principe. Nous devons avoir, et le président nous le dira certainement tout à l'heure, une date d'invitation, et on verra à partir de ce moment-là si les discussions, c'est ce que M. Waimo disait tout à l'heure, c'est ce que l'habitant disait tout à l'heure. Aujourd'hui, il va falloir quand même que les politiques prennent leurs responsabilités. Ma question, vous l'avez compris, c'est est-ce que vous considérez que c'est un prétexte, cette loi, pour des revendications sur d'autres sujets, notamment l'égalité sociale. En tout cas, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, lui, il pointe du doigt des radicaux, très clairement. Cette nuit, j'ai assigné à résidence 10 leaders que je ne confonds pas avec des indépendantistes politiques, mais qui sont des leaders mafieux, il n'y a pas d'autre mot. Leaders mafieux ? Oui, des leaders mafieux, le CCAT, qui est différent du FLNKS, ce parti politique, le CCAT. C'est un groupuscule indépendantiste, le CCAT. C'est un groupuscule qui se dit indépendantiste et qui, en fait, commet des pillages, commet des meurtres, manifestement, commet de la violence. Et il ne faut pas le confondre avec des militants politiques. Un groupe mafieux qui instaure la violence, Pierre Aski ? C'est ça ? Dans tout ce qu'on vient d'entendre, c'est vrai que c'est facile de juger après coup, mais on a l'impression d'un raté politique dans cette mayonnaise qui n'a pas pris,
contrairement aux fois précédentes où effectivement on parlait d'un miracle en Nouvelle-Calédonie dans les années 80 et 90 lorsqu'il y avait la tension au maximum. Et là, on a l'impression que cette stratégie de la pression, de la tension, des ultimatums, puisqu'il y avait quand même un calendrier relativement court, n'a pas fonctionné. Moi, je suis surpris par le fait que, voilà, ça fait des semaines qu'on entend dire on va dans le mur, des appels quand même au secours de la part de différentes forces politiques en Nouvelle-Calédonie. Moi qui ne suis pas ça de très très près, j'en avais eu l'écho. Et pourtant, maintenant, on éteint l'incendie au lieu de l'avoir empêché. C'est un éternel problème. Et je me demande dans quelle mesure ce qu'on entend sur l'idée d'un médiateur, de retrouver une personnalité consensuelle ou neutre pour essayer de remettre les gens autour de la table. On entend les noms d'Édouard Philippe, Manuel Valls, Lionel Jospin. Ne serait pas préférable à ce qui est en train d'être fait. Oui, il faut faire attention. Je pense que quand on qualifie des organisations comme le CCAT, etc., il y a toujours eu, malheureusement, dans le courant indépendantiste kanak, des parties radicales de ce mouvement. On l'avait eu, les Foulards Rouges, le Palika, rappelez-vous, Éloi Machoro en 85, etc., et qui ont eu des recours à la violence, mais qu'on a toujours réussi finalement à dépasser pour arriver aux accords, que ce soit 88, que ce soit 98. Alors j'espère qu'aujourd'hui, et c'est ce qu'a l'air de dire le député, la recherche d'une solution justement à partir de cette violence qui soit le retour, parce que la majorité des dirigeants indépendantistes élus ne sont pas aujourd'hui écoutés et sont... C'est ça aussi un des problèmes. C'est parce qu'il y a une partie de la jeunesse qui, justement, avec CCAT ou pas, parce qu'il y a aussi une partie des jeunes émeutiers aujourd'hui qui ne sont pas organisés. Oui. Donc la vraie difficulté, ça va de faire converger vers une solution politique des gens qui aujourd'hui ne sont pas toujours dans un processus politique. Le mot de la fin, en quelques secondes, pardon, Monsieur Dunoyer, on va y arriver. Il y a deux priorités, Madame Artichaut. La première, évidemment, c'est de rétablir l'ordre et de faire cesser ces actes... d'essayer de retrouver une vie économique. Je ne sais pas comment on va se redresser de ce que je vois. Hein. C'est terrifiant. Mais la seconde priorité, qui ne l'est pas moins finalement, qui demandera plus de temps, en tout cas le temps nécessaire, c'est de parvenir à un accord global avec le sujet du corps électoral, avec d'autres sujets, notamment les modalités d'ouverture, d'exercice du droit à l'autodétermination, qui sont une revendication indépendantiste. C'est à cet équilibre-là que je veux consacrer toute mon énergie le plus vite possible et aussi longtemps que ça sera nécessaire jusqu'à un accord. Le texte est suspendu sous condition. Il n'est pas suspendu tout court. Non. Voilà. Donc peut-être qu'il faudra en arriver là pour retrouver le calme sur votre île. Le temps prime sur l'échéance.